Alors maintenant que vous avez un peu toutes les clés pour bien comprendre les mécanismes de la revitalisation, on va entendre des retours d'expérience d'entreprises qui ont à la fois contribué à la revitalisation et d'autres qui en ont bénéficié. Le thème, c'est justement de cette première table ronde, c'est de comprendre l'intérêt pour un grand groupe de mener une démarche de revitalisation. Pour en parler, j'appelle Jean-Yves Moreau, directeur des affaires publiques du groupe Sanofi, Frédéric Grimbert, responsable engagement sociétal chez Bayer, Fanny Delehage, fondatrice de la tannerie végétale, Marie-Astrid Abrassard, DRH chez Danone, je vous en prie, installez-vous, et Yann Morvan, directeur associé du cabinet Alixio. Ah, chez Danone, il y a un petit changement de nom, donc c'est pas le... J'avais pas le bon nom, alors vous n'êtes pas Marie-Astrid, non? Il me semble que vous lui ressemblez pas trop. Votre nom, du coup? Adnan Boulard. Pardon? Adnan Boulard. Adam Boulard. Et donc vous êtes? Je suis en charge du dialogue social chez D'accord. Danone. Alors, on va commencer par vous, Monsieur Moreau de Sanofi. La revitalisation, c'est un sujet que vous connaissez bien, puisque Sanofi a déjà signé 4 conventions avec les services de l'État. Aujourd'hui, vous incitez même les autres grands groupes à mener une telle action quand ça se présente. Pourquoi, finalement, Sanofi est convaincu par cette démarche-là ? Bonjour, merci de votre invitation, merci de la question. En effet, je ne suis pas le seul grand groupe, mais c'est vrai que nos secteurs sont sujets à des mutations profondes, technologiques, scientifiques, médicales. Chez nous, c'est l'offre de soins et il faut complètement accompagner ces adaptations nécessaires. C'est changer nos plateformes technologiques, c'est investir dans des nouveaux sites industriels comme on le fait à Neuville, c'est changer aussi nos compétences internes avec le digital. Donc la revitalisation, en tout cas, nous permet d'accompagner à la fois l'interne, les collaborateurs, on le doit en engagement d'une entreprise, mais aussi l'externe, le bassin d'emploi dans lequel on peut agir. Et comme l'a dit Madame la Préfète, la revitalisation permet d'agir aussi positivement et concrètement sur le territoire et on l'utilise comme ça. Et vous avez même, à force, comme vous êtes un peu un habitué du processus, vous avez même une équipe dédiée pour aller cibler des entreprises qui vous paraissent intéressantes à soutenir, c'est ça ? Alors, en effet, la revitalisation chez Sanofi est gérée en interne. Donc c'est l'équipe des territoires qui s'en occupe. Donc je chapeaute une équipe qui est le pôle affaires publiques territoriales. On ne fait pas que ça, mais depuis 3 ans, la revitalisation nous a été affectée à la demande du président de Sanofi en France pour être en interaction complète avec tous les acteurs, les services de l'État, les acteurs économiques, les grands pôles de compétitivité. Voilà. Ce sont ces acteurs-là qui nous permettent d'agir et on ne le fait pas tout seul, on le fait aussi avec nos directeurs de site, avec nos équipes de RSE qui ont des forts engagements. Voilà comment on agit de façon concertée au sein de Sanofi. Après, avec des véhicules assez communs, ce sont des aides directes, des aides indirectes. On fait attention chez Sanofi, on en parlait tout à l'heure en réunion, à ce que les aides directes bénéficient aussi à des organismes structurant l'animation économique du territoire. C'est les chambres de commerce, c'est les pôles de compétitivité, c'est les missions locales, ça c'est important. Vous travaillez donc avec tous ces acteurs-là ? On travaille avec ces acteurs-là. Pour identifier des projets à soutenir, c'est ça ? Et les aider dans leur propre animation du territoire, de développement économique, et puis aussi des aides directes. On en fait très clairement. On fait des focus chez Sanofi particuliers, l'insertion par l'emploi, on en a parlé aussi avant, sur les quartiers prioritaires notamment, et puis le développement, le soutien à l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, on a une présidente de Sanofi en France. Elle était très attachée, très engagée à cela. Et en plus, on est dans un secteur et à la fois technologique, scientifique et de production. Il y a peut-être des barrières, des autocensures qui se font chez les femmes. Donc on fait un axe particulier de ce développement à l'entrepreneuriat féminin. Vous avez des exemples d'entreprises que vous avez pu soutenir dans cet axe-là ? Oui, alors cet axe-là, c'est souvent des aides spécifiques que font les chambres de commerce, notamment. Elles identifient des PME avec des chefs d'entreprise qui disent comment je peux être accompagné et qui font des clubs spécifiques d'entrepreneuses qui partagent leur expérience. C'est via ce biais-là que vous les identifiez ? Exactement, Okay. oui, tout à fait.
Et puis il y a un nouvel axe que l'on a choisi pour accompagner la réindustrialisation de la France. Et on l'a fait dans le Rhône, et je remercie les services de la DRETS qui nous ont autorisé à le faire, c'est de financer l'outil productif. Et on a typiquement accompagné Phoenix Jean, alors qui était interviewé dans votre supplément. Voilà, vous avez le responsable, il devait être là ce soir. On l'a accompagné. Il est en train de relocaliser en France toute sa chaîne de confection de tissus, qui était parti à l'autre bout du monde il y a des années. Et aujourd'hui, il est en train de relocaliser en Alsace, en Normandie et à Dessines, dans l'Est lyonnais, la fabrication de jeans 100% français. Donc on l'a aidé à la création d'emplois, mais aussi à l'achat d'un nouvel outil de production. Donc rien à voir avec le médical finalement? Non, alors on essaye, mais c'est pas un axe forcé. On va là où les territoires nous emmènent, là où il y a une dynamique et là où il faut accompagner les PME, clairement. Alors, sur le ciblage des entreprises, Yann Morvan, j'ai une question pour vous, parce que donc, pour bien que vous compreniez, le ciblage des entreprises, des projets à soutenir, il peut être fait en interne, comme c'est le cas chez Sanofi, mais il peut aussi être mené par des cabinets d'accompagnement d'entreprises, comme ça peut être le cas d'Alixio, qui va venir soutenir le grand groupe pour trouver des projets à soutenir. Comment ça se passe pour vous? Quel est votre rôle finalement auprès des entreprises, alors, des grands groupes? Nous, notre rôle, effectivement, il est multiple, hein, c'est-à-dire qu'on intervient effectivement au démarrage pour accompagner nos clients dans le cadre de la négociation déjà, effectivement pour identifier quels sont les meilleurs axes entre guillemets d'intervention. On va intervenir aussi sur la mise en œuvre. Donc, quand vous parlez d'identification des projets, donc là, c'est un travail qui est collaboratif. Hein. On va travailler effectivement avec l'ensemble des acteurs économiques du territoire. On a nos propres forces d'identification. Alors, c'est vrai que nous, on s'oriente plutôt sur des typologies de PME, PMI qui ont déjà une certaine ancienneté, une certaine taille. L'idée, c'est de ne pas rajouter des produits ou des outils financiers sur des outils financiers. Donc, il y a déjà d'autres dispositifs, notamment le fonds mutualisé départemental. Donc, on est sur une autre frange d'intervention avec d'autres types d'outils. Et à un moment, c'est un travail de terrain, de prospection. On va rencontrer les entreprises dans les usines, dans les ateliers, et on discute avec les chefs d'entreprise pour voir quels sont leurs projets de développement et des projets créateurs d'emplois avec des emplois pérennes derrière. Et comment ça se passe avec les grands groupes? C'est eux qui vous contactent? C'est vous qui rentrez en contact avec eux pour les accompagner? Comment ça se passe? Effectivement, moi j'ai fondé cette filiale au sein d'Alixio. Donc Alixio intervient déjà sur les phases amont, hein, c'est-à-dire d'ingénierie sociale, puisque dans la conception, même que ce soit un PSE, plan de départ volontaire ou rupture conventionnelle collective, donc on est en contact, je dirais, au démarrage. Et après, on discute effectivement avec nos clients de l'intérêt. Effectivement, on peut avoir des clients des fois de différents types, hein. L'idée, c'est de sortir, et ça a été dit au préalable, de cette logique de pure obligation financière, et de se dire qu'est-ce qu'on peut effectivement investir territorialement en termes de moyens financiers, hein. Donc ça va être dans cette démarche-là qu'on va accompagner notre client et lui montrer l'intérêt de se mobiliser financièrement, mais aussi en faisant le lien avec ces dispositifs internes, que ce soit en R&D, en innovation ou en RSE, puisqu'il y a quand même une palette suffisamment large dans les entreprises, et de regarder quelles sont les actions qui peuvent être transposables, ou en tout cas faire des liens pour en tout cas s'approcher des valeurs de l'entreprise, des valeurs de notre client, tout simplement. Et comment vous êtes accueillis par les équipes des grands groupes que vous accompagnez? Parce que vous arrivez toujours dans un contexte qui n'est pas toujours le plus... on est en pleine restructuration, donc c'est pas toujours le fait plus... générateur reste une restructuration, donc non, on est bien accueillis, en tout cas, j'ai pas de souci là-dessus. Non, simplement, il s'appuie sur nous, clairement, on est là pour... Mais vos arguments, donc c'est quoi alors pour les convaincre s'ils sont pas toujours... J'ai pas de besoin, entre guillemets, d'avoir un argumentaire spécifique. C'est-à-dire qu'il y a une obligation à remplir. Maintenant, c'est la remplir au mieux, avec des résultats, parce que c'est aussi important. Bruno Lucas l'a indiqué. Il y a aussi, effectivement, maintenant, avec les 20 ans depuis que les revitalisations existent, on est en capacité d'analyser aussi le retour d'expérience, donc des résultats concrets. Donc, nous, l'orientation, mais certains de mes confrères aussi, hein, c'est vraiment d'avoir, j'irai, une intervention sur laquelle on va s'appliquer à avoir des résultats concrets pour le territoire en termes d'emploi. Je ne dirais jamais que la revitalisation, c'est ce qui crée les emplois, puisque c'est d'abord les entreprises qui les créent.
Mais l'idée, c'est de concevoir à la fois des actions et des outils qui vont être un accélérateur à cette création d'emplois. Donc c'est vraiment cette orientation qu'on prend. Alors justement, vous avez accompagné Danone. Chez Danone, quelles ont été vos ambitions pour cette revitalisation que vous avez menée dans le Rhône? Oui, alors les ambitions chez Danone, ça a été effectivement de ne pas vivre, comme ça a été dit plusieurs fois là, depuis le début des interventions, ça n'a pas été de vivre cette revitalisation comme une obligation légale, mais vraiment d'essayer de mettre ça en cohérence avec le projet d'entreprise de Danone, ses actions en matière de RSE, et du coup d'orienter toutes les actions qui ont été déployées, qui ont été construites par l'intermédiaire d'Alixio, vers des actions qui soient en lien concret et direct avec notre écosystème. Donc notre écosystème, c'est tous nos partenaires dans le cadre des activités qu'on a chez Danone, donc qui font Danone en France. C'est la production de produits végétaux, de produits laitiers, la distribution d'eau et la distribution de produits des produits infantiles. Voilà, donc l'idée, ça a été de se tourner spécifiquement sur des partenaires, donc l'aide à l'agriculture régénératrice, des actions qui sont liées à la protection des impluviums, dont on entend beaucoup parler ces dernières années avec les crises de sécheresse et de manque de ressources en eau. Donc de vraiment réussir à pas juste subir une obligation légale, mais se dire comment est-ce qu'on la maille avec notre projet d'entreprise et notre écosystème. Comment ça s'est traduit alors finalement pour Danone, cette revitalisation? Quelles actions vous avez un exemple concret d'actions que vous avez soutenues? Alors sur les exemples concrets, on a travaillé notamment avec des agriculteurs pour retravailler sur des replantations de haies, par exemple très concrètement sur des terrains agricoles et des terres agricoles pour faire en sorte que ces terres agricoles soient revalorisées et également que ces haies, je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense que vous le ferez mieux que moi, mais que ces haies retiennent les eaux, permettent de revaloriser les terrains agricoles. Un rôle positif sur la biodiversité. Exactement. Ok. Et alors, quand je reviens vers vous, Yann Morvan, quelles sont les attentes en général des grands groupes quand vous les contactez? Qu'est-ce qu'ils attendent finalement de vous? Ils attendent déjà d'une part aussi de sécuriser leurs obligations, c'est le premier point, puisqu'on est quand même derrière, il y a un objectif, effectivement c'est une obligation de moyens et non de résultats, mais nous on se l'impose, donc il faut des résultats. C'est vrai que dans les opérations qu'on mène, et c'est l'exemple qu'on a avec le groupe Danone, on a mis en place 2 actions qui sont directement des aides aux TPE, aux PME, PMI, excusez-moi. Donc avec vraiment une orientation forte sur l'industrie, parce que l'emploi industriel, il est important pour nos territoires. Donc là, on vient les accompagner avec des outils, notamment un outil de prêt à effet de levier, donc qui sont des prêts de développement. Donc dans le cas de Danone, on a encore des taux zéro, donc c'est assez intéressant. Bon augure en ce moment. Oui, c'est assez pratique. Donc là, on est vraiment pour les financer dans leur programme de développement avec des créations d'emplois à la clé. Et puis à côté, on a tout un programme où justement, comme le disait Adnan, on a le lien avec la politique RSE du groupe. Donc que ce soit sur le monde agricole, puisque Danone travaille avec le monde agricole, que ce soit sur l'écologie, puisque effectivement quand on travaille sur les impluviums, l'agriculture régénératrice, et comment consommer moins d'eau pour le monde agricole. Les haies, on est aussi sur l'aspect écologique, rétention de carbone et protection aussi des milieux naturels. Donc voilà, sur l'alimentation infantile, c'est vrai que Danone dans le territoire est surtout connu aussi, notamment avec Blédina. Avec Blédina, donc c'est un acteur important du territoire. Et puis bien sûr, c'est la création d'emplois, c'est quand même l'objectif premier. Clairement, on va les sécuriser clairement sur de la création d'emplois. L'objectif étant d'aller au-delà de l'obligation, clairement. Alors justement, ça crée aussi des belles histoires. Alors on a avec nous Fanny Delage de la tannerie végétale et Frédéric Grimbert de Bayer. Fanny Delage, vous avez fondé la tannerie végétale en 2020, vous êtes installée à Villeurbanne et vous avez développé une alternative au cuir animal, un nouveau matériau souple 100% végétal, et donc vous avez bénéficié de fonds qui provenaient de
la revitalisation menée par Bayer. Expliquez-nous en quelques mots un peu le principe de vos produits pour bien qu'on comprenne. Ok. Alors bonsoir à tous, je suis la fondatrice de la tannerie végétale, effectivement. On a développé toute une technologie autour de nouveaux biomatériaux qui sont souples, c'est important de le comprendre. Ces biomatériaux souples, ils peuvent avoir plein d'applications et la première application à laquelle on pense, c'est bien sûr une alternative au cuir et au simili-cuir. Une alternative dans le sens où elle est totalement circulaire, c'est-à-dire biosourcée, que des matières végétales, recyclables et biodégradables en fin de vie. Alors, Frédéric Grimbert, chez Bayer, qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet de Fanny Delage ? Bonjour, elle a répondu en fait. sur ce qui nous a séduit, moi je suis responsable RSE au sein du groupe Bayer. Donc on a redéfini notre stratégie RSE il y a 3-4 ans. On l'a redéfini sur 3 piliers, donc un pilier santé, puisqu'on est aussi laboratoire pharmaceutique, un pilier ressources, dans lequel on met toute la comptabilité carbone, la biodiversité et l'agriculture durable, puisque Bayer c'est aussi l'agriculture, et enfin un pilier inclusion et diversité. Donc l'opportunité pour nous, quand on gère la revitalisation, c'est de pouvoir alimenter cette stratégie RSE en se servant aussi de ce volet revitalisation. Donc ce qui m'a séduit effectivement par rapport au projet de Madame, c'est que ça coche pratiquement toutes les cases de notre stratégie, que ce soit au niveau de l'environnement ou au niveau de l'inclusion et de la diversité. Donc Fanny Delage, de quoi vous avez bénéficié ? C'était quoi le coup de pouce de la revitalisation ? On donne des chiffres ? On peut. Allez. Alors, nous, j'ai été aidée par DW Conseil, Valérie Dupont-Valère ici, Donc, qui est le consultante cabinet, pour Bayer. Okay. Il me semble que c'est comme ça. Donc, on s'est basé sur notre business plan à la tannerie végétale, qui était de créer à peu près 13 emplois sur les 2 prochaines années. Donc on a construit cette convention avec Bayer autour de ce projet-là. Et l'idée, c'est d'être aidé à la fin de 4 000 € par emploi vraiment créé. Mais au départ, on a quand même aidé dès le départ de la signature de la convention avec la moitié de 13 fois 4 000. D'accord, donc voilà. Ça vous a fait, finalement, au total, vous avez touché combien ? Au début, on a eu 26 000 et là, on est au milieu de la convention, donc c'est encore en cours pour la fin. Pour une entreprise comme la vôtre, ça représente beaucoup d'argent ? Alors, pas énormément, mais donc c'était une période où on a levé des prêts bancaires et des prêts d'honneur. Donc on a levé 60 000 € de prêts d'honneur avec le réseau Entreprendre, qui là aussi a vraiment des critères de création d'emplois. Et puis 2 leviers de 60 000 chacun chez des prêts bancaires. Et donc on voit que 26 000 € dans tout ça, ça fait arriver à 200 000, un peu plus de 200 000. Donc oui, c'est quand même conséquent à cet endroit à ce moment de l'entreprise où on a assez peu de charges, c'est quand même beaucoup d'argent. Maintenant, aujourd'hui, avec un peu de recul, c'est plus trop. Enfin, c'est moins d'un mois, mais tant mieux si vous le voyez comme ça. C'était bien. C'est que ça a marché. Ok. Frédéric Grimbert, donc cette démarche-là, rappelez-nous, vous l'avez menée dans quel contexte finalement ? Pourquoi vous l'avez menée à l'époque, cette démarche de revitalisation ? On l'a menée parce que, comme on l'a dit plusieurs fois, on n'a pas le choix, on a été assujetti à la revitalisation. Donc voilà, chez nous, la revitalisation est traitée en partie en interne et accompagnée par un cabinet. Voilà, parce que Bayer, c'est 3000 personnes en France et 16 sites, et qu'on n'a pas que de la revitalisation dans le Rhône. Donc voilà, on n'a pas le choix que d'être accompagné. Mais l'objectif, c'était clairement de répondre à cette obligation de revitalisation d'un côté et de donner un sens, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, à notre stratégie RSE, voilà, qui est assez forte, et la revitalisation est un levier idéal pour alimenter cette stratégie. Et en matière de RSE, justement, comment ça a été perçu par les salariés ? Alors, d'ailleurs, je tiens à remercier un petit peu ici tout ça, parce qu'aujourd'hui, vous nous donnez la possibilité de parler positivement de la revitalisation, et je vous garantis que c'est pas toujours simple de parler positivement de la revitalisation, parce que quoi qu'on peut dire, à un moment donné, quand on parle revitalisation, c'est que l'entreprise, en amont, elle a tué de l'emploi. Donc voilà, je trouve ça assez sain de pouvoir parler positivement de ces sujets-là. Donc on ne communique pas régulièrement sur la revitalisation, mais on communique régulièrement sur notre stratégie RSE, et les éléments de revitalisation en font partie. Mais on ne communique pas en détail, parce que vous imaginez que c'est les mécanismes, on l'a vu cet après-midi, les mécanismes de la revitalisation, quand on n'est pas dedans, sont un petit peu compliqués quelquefois pour le salarié lambda. Donc voilà, on ne communique pas spécifiquement sur la revitalisation, mais on l'intègre dans nos communications liées à nos stratégies RSE et à toutes les actions qu'on peut mener
outre la revitalisation? Alors justement, vous disiez il y a plusieurs mécanismes pour mener cette revitalisation. Parmi les outils, donc on l'a compris, il y a des subventions directes auprès d'entreprises pour soutenir la création d'emplois. Il y a aussi un autre outil qui a été mis en place, c'est le Fonds départemental de revitalisation, qui est donc un fonds auquel les grands groupes mettent au pot et via les services de la préfecture vont flécher ensuite cet argent vers différents projets. Mais c'est une décision qui est prise collégialement. Chez Sanofi, vous faites partie du Fonds départemental de revitalisation. Comment, quel est l'intérêt finalement pour Sanofi de participer aussi à ce fonds-là ? Alors, ce fonds départemental que vous avez très bien décrit complète notre dispositif d'action territoriale. Il permet... alors, on a fléché une partie de nos obligations vers ce fonds, qui nous a été proposé par la DETS. Il permet de mutualiser financièrement les fonds, mais aussi les savoir-faire et les compétences. On était juste avant en réunion de ce fonds pour arbitrer, voir des dossiers de PME qui sont en croissance, qui créent des emplois. Et clairement, autour de la table, on a des expertises que l'on n'aurait pas en interne. On passe dans des secteurs très très variés. Cet après-midi, voilà, on sortait de l'industrie navale, yaourt, voilà. Donc on était sur des choses très très variées. Il y a une analyse profonde des dossiers qui est faite par les services accompagnés par RDI, qui nous donne... RDI, c'est l'organisme qui gère ce fonds. Exactement. Qui est en capacité de challenger... Rhône Développement Initiative, pardon. Oui, pardon, allez-y. Qui est en capacité d'analyser en profondeur le capital, l'ambition des chefs d'entreprise qui nous présentent cette demande de revitalisation. Et puis, on prend un avis collectif. On est vraiment dans la dimension d'accompagnement humaine, en tout cas de l'économie locale. Et je trouve que ce fonds, au-delà d'être quelque chose de mutualisé, nous permet de croiser ces expertises et d'accompagner de très beaux projets que l'on ne ferait pas en interne, parce que voilà, c'est quand même assez compliqué, moi, de challenger un patron en charge de l'industrie navale ou de l'ingénierie navale. Je voulais revenir sur votre question tout à l'heure, on n'aide pas la santé. Alors si, quand même, sur l'ADN, alors par des actions internes, on est assez attentif, soit les pôles de compétitivité, parce qu'on les connaît bien, soit aussi dans l'insertion professionnelle dont je parlais tout à l'heure, et on a identifié, parce que c'est l'ADN de Sanofi, faire aussi flécher des aides à de l'insertion pour des patients qui sont atteints de maladies, et donc réintégrer le cycle de l'emploi, revenir dans une insertion professionnelle. Et on l'a fait tout récemment avec 2 associations lyonnaises qui accompagnent notamment des femmes en sortie de cancer du sein, et donc qui les accompagnent dans ce retour à l'emploi, un lien social, un lien humain et un lien professionnel pour créer de l'activité sur le territoire. Juste un mot, je reviens sur le Fonds départemental de revitalisation. On est d'accord aussi que ce qui est intéressant sur cet outil-là, c'est que le fonds accorde un prêt d'honneur à taux zéro aux dirigeants, qu'il va ensuite rembourser sur 24, 36, 48 mois. Et donc ce fonds est finalement toujours réalimenté et permet de refinancer à nouveau d'autres projets. C'est ça qui est exactement. Et il a un effet levier, puisque souvent ces entreprises sont en croissance, donc le fait d'avoir collectivement ce soutien par le fonds départemental lui permet aussi d'aller chercher d'autres financeurs, des banques ou d'autres financeurs. Donc il y a un effet de confiance dans leur projet par l'attribution de ce prêt. Je reviens vers vous, chez Danone. Est-ce que, finalement, à l'issue de cette première expérience de revitalisation, c'est une démarche quel bilan vous en tirez finalement ? Alors, le bilan, on n'y est pas encore parce qu'on n'a pas terminé toutes les actions de revitalisation. Le plan a commencé en 2022 à être mis en œuvre, fin 2021, et encore en cours. Il y a un certain nombre d'actions qui ont déjà été mises en œuvre. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu dans l'ADN de Danone aussi, d'aller trouver des projets qui font du sens et qui sont en lien avec l'activité, avec le double projet économique et social de Danone, qui est très ancré dans les relations qu'on a avec notre écosystème et nos partenaires. Donc nous, on peut en tirer qu'un bilan positif, même si on n'en est pas encore à l'issue du bilan, parce qu'on n'a pas fait toutes les actions. Nous, on voit ça effectivement d'un très bon œil. Et le fait d'être accompagné par un cabinet extérieur, c'est important pour nous aussi parce qu'on est convaincu qu'on n'a pas cette compétence en interne. On n'a pas des services dédiés, on n'est pas une entreprise qui est habituée des réorganisations.
Donc ce n'est pas des choses qu'on mène très régulièrement. Donc on n'est pas équipé en interne. Donc pour nous, le fait d'être accompagné en externe aussi, ça fait partie du bilan et des choses qui sont positives et rassurantes pour nous. Et rassurante à la fois sur l'aspect légal et sur le fait qu'on répond bien à nos obligations, et rassurante sur le fait que les actions dans lesquelles on s'engage, on sait qu'elles vont aller à terme et qu'elles vont être bien menées. Voilà. Frédéric Grimbert, je vous vois acquiescer ce qui est dit. Chez Bayer, c'était pareil, vous aviez besoin de cet accompagnement. Oui, il y a un côté sécurisant. Enfin, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on est accompagné. C'est que, historiquement, d'ailleurs, je rends hommage à Corinne qui est là dans la salle, qui elle... DW Conseil, c'est ça? Non. Qui est, Corinne, je travaille avec elle dans la RSE. Elle est responsable du pôle inclusion diversité. Donc, elle a toujours sourcé des projets liés au handicap, puisqu'elle a cette forte appétence au handicap. Mais voilà, sur les conseils aussi de la dette, c'était de partir sur des entreprises. Et donc, on nous a conseillé de travailler avec DW Conseil, donc Valérie qui est également là dans la salle, qui nous rassure parce qu'elle a l'expertise. Et parce qu'en termes de ressources, il faut suivre, il faut organiser les comités de suivi, les comités d'engagement. Donc voilà, il y a tout ce côté rassurant. Nous, ce qu'on en tire, c'est des bilans qui sont aussi plutôt positifs. Voilà, c'est ce côté rassurant. Donc là, on est sur un fonctionnement hybride en fait entre des dossiers que Corinne a sourcés et des dossiers qui nous viennent de notre consultant, donc Valérie Dupont-Veller. Fanny Deléage, comment vous avez été finalement repérée, entre guillemets? Est-ce qu'on est venu à vous? Est-ce que vous vous étiez montré quelque part vous aviez connaissance de la revitalisation des fonds qui pouvaient être potentiellement alloués à votre entreprise? J'avoue que Valérie Dupont-Veller est venue à moi. D'accord. Elle m'a dit elle a frappé il y a votre plein d'argent pour des sociétés comme la tannerie végétale. Non, je sais pas, faudrait lui demander. D'accord, en tout cas, c'est le cabinet de conseil qui est venu à vous. Comment ça s'est passé? Vous étiez surprise, contente, quand on vous a présenté? Plus, on ne connaît pas du tout ces dispositifs. Et donc, c'était une bonne surprise, effectivement. Et elle m'a accompagnée de A à Z. Elle a presque tout fait. Donc, c'était vraiment la petite cerise sur le gâteau, cette revitalisation pour nous. Ça veut dire qu'elle a mené, par exemple, des audits quand même de votre société pour comprendre comment vous travaillez? Mais voilà, je lui ai donné tous les documents et elle a fait toute cette audit, elle a fait le dossier, etc. pour présenter à Bayer. Et donc ensuite convaincre un grand groupe. Ce qui fait que les bonnes surprises étaient des deux côtés, puisque outre la tannerie végétale, travailler avec un consultant, ça nous permet d'avoir accès à des dossiers dont on n'aurait pas connaissance. On nous a présenté par exemple dans le Rhône évidemment, une entreprise de LED pour le cinéma, avec une relocalisation de la production en France. Donc c'est un projet génial. On n'aurait jamais eu accès à ce projet si on avait sourcé ça en interne. Donc voilà le côté rassurant aussi de travailler avec un consultant dont c'est le métier et qu'il a l'expertise qu'on n'a pas forcément. Donc bientôt vous serez sur le grand écran, c'est ça? Écoutez, j'espère. Juste pour terminer cette table ronde, donc les trois grands groupes qui sont représentés là, est-ce que vous avez un message à faire passer à vos autres homologues de grands groupes par rapport au fait de mener une démarche de revitalisation? Je vous laisse commencer, Monsieur Grimbert. Vous voulez que je les rassure ou... Oui. Je ne sais pas si vous avez un conseil à leur donner ou Non, je pense que ce qu'il faut, c'est s'intéresser au sujet et surtout le prendre. Pardon, je vous coupe, il y a certains grands groupes qui voient ça comme une taxe supplémentaire et une contrainte supplémentaire. Oui, on peut le voir comme ça, mais dans tous les cas, de toute façon, ça reste, même si on ne veut pas utiliser le mot taxe, ça reste quelque chose à payer. Donc autant en faire profiter une stratégie, de la RSE, enfin voilà. Je pense qu'il faut le voir positivement. Après, il faut le prendre en charge, analyser les dossiers et en faire quelque chose de positif. En tout cas, moi, c'est le conseil, c'est n'ayez pas peur de la revitalisation. C'est quelque chose, c'est un travail important, mais qui est très, très, très valorisant. Voilà, on a des beaux exemples, voilà, qui donnent envie d'y aller, en tout cas. Un mot pour Sanofi? Oui, pareil, une obligation, mais tant qu'à faire, voilà, cette obligation, la faire bien. Voilà, et l'inscrire complètement dans nos stratégies, qu'elles soient RSE ou dans nos stratégies territoriales. Nous, on a 28 sites en France, on est présent dans 9 des 13 régions. Voilà, si on peut intégrer cela, et comme on le fait dans le Rhône avec nos 4 sites, c'est accompagner les acteurs de proximité dans cette mutation, dans leur développement, dans leur export. Je trouve que c'est super positif, mais on devrait plus en parler, en effet, en interne, on n'en parle pas forcément, même si on associe nos directions de site, d'en parler beaucoup plus ouvertement, parce que c'est une belle réussite de travailler avec les services de l'État et les agences de développement économique. Oui.
Le mot de la fin, il est pour vous. Est-ce que vous, Très original. Est-ce que vous repartiriez dans une démarche comme ça si vous étiez amené à nouveau à une restructuration? Alors, on l'a dit, hein, c'est une obligation. C'est une obligation, oui, mais est-ce que vous, en tout cas, est-ce que vous n'a pas le l'amèneriez choix. différemment ou... Non, parce que soit on prend l'option de se dire que ça va être on prend ça sous l'angle de la stricte obligation et on peut le prendre de manière très laborieuse, très douloureuse et voilà. Soit on le prend sous un autre angle, on se dit effectivement c'est une obligation, mais on peut en faire quelque chose de positif et qui s'inscrit dans ce qu'on veut faire dans l'entreprise. Et voilà, moi le seul conseil qu'on peut donner, c'est plutôt de prendre cette option-là, de se dire comment est-ce que je le tourne de manière positive et comment je l'inscris dans ce que je fais moi au quotidien, dans des choses qui sont effectivement moins contraignantes que des PSE et des restructurations. Mais malgré tout, on peut y trouver des aspects positifs et on peut se retrouver aussi dans les projets qui sont portés et sur lesquels on est accompagné. Merci à tous les 5. Je vous invite à rester sur scène si jamais il y a des questions dans la salle. Je ne sais pas si vous voulez en profiter pour interroger l'un de nos intervenants. Question, monsieur. Alors, si vous pouvez passer le micro. Monsieur. Bonsoir, merci pour les témoignages. Je me présente rapidement, Lionel Esco, je suis cofondateur de B2eBike, une société, une PME lyonnaise qui conçoit des solutions de mobilité autour du vélo à assistance électrique et on a une production locale. Ma question, c'était, on a beaucoup parlé, et c'est très bien, d'obligations par rapport à ces schémas-là. Est-ce que ces obligations vous ont aussi motivé dans vos entreprises à accompagner, en dehors de ces obligations, des entreprises du territoire pour de la revitalisation, on va dire, volontaire? Qui veut répondre? Merci pour la question. Alors, est-ce que ça s'appelle revitalisation si c'est de façon volontaire? En tout cas, la dynamique de revitalisation à travers cette obligation peut faire des ponts avec nos services d'achat, avec nos autres politiques internes. Je parlais des quartiers prioritaires de la ville. On est signataire de pactes et on a une partie vers les jeunes. Il y a une partie aussi d'achat vers les entreprises qui sont dans les quartiers prioritaires de la ville. Accompagner une entreprise qui a bénéficié de la revitalisation et l'emmener vers nos services achats, ça nous paraît assez naturel. Donc en effet, on complète. Alors c'est pas de la revitalisation volontaire, mais en tout cas c'est de l'accompagnement, c'est au-delà de l'obligation légale. Et ça, en effet, on le fait assez volontiers. Parce que comme je le disais, il y a une dimension humaine dans la relation que l'on a avec les entreprises qui sont contentes de nous accueillir sur site, de nous montrer leurs projets, de nous montrer leur réussite aussi. Donc on se déplace pas mal, comme le disait Yann, parce que ça fait partie aussi de la vie du territoire. Et on se dit, tiens, il faut qu'on vous présente soit nos jeunes alternants, soit notre équipe achat. Enfin voilà, on fait vraiment ce travail-là. Alors, en effet, au-delà de la revitalisation. Merci. Une autre question? Pas d'autres questions, madame, vous vouliez pas? Non, j'ai cru. Pas d'autres questions? Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre intervention. Je vous invite à tous passer à l'espace photo, tous ensemble. Voilà. Petit résumé de ce qu'on vient de voir. Alors, expliquez-nous un petit peu comment vous travaillez, parce que finalement, et un petit micro, ça ira mieux. Votre travail, François, consiste c'est votre métier. Vous intervenez souvent sur des événements pour synthétiser finalement tout ce qui se dit lors de ces événements en dessin. Oui, donc c'est plutôt l'idée de faire une synthèse graphique. C'est pas un travail de caricaturiste, c'est pas un travail de dessin de presse. C'est plutôt dans l'idée de vous laisser une trace visuelle de ce qui s'est passé, que vous puissiez vous en rappeler. Ça n'empêche pas de faire un petit peu d'humour de temps en temps. Alors expliquez-nous là, finalement, qu'est-ce que vous avez retenu de la première table ronde? Finalement, j'ai mis en scène j'ai mis deux scènes, grosso modo, qui sont plus ou moins liées. Donc il n'y a pas forcément d'attribution en fonction des intervenants sur la table ronde. Donc il y a une première scène où il y a quelqu'un qui accompagne, mais qui est aussi accompagné, et qui dit que c'est positif.
Donc il accompagne là où il y a une dynamique, puisque le secteur bouge, enfin dans un contexte où il y a beaucoup de choses qui bougent. Donc je ne vais pas tout commenter, mais donc il y a cette première scène-là qui est alimentée par plusieurs réflexions, et puis notamment les mots de la fin, où on peut en faire du positif, n'ayez pas peur, faites-le bien. Et puis voilà, il y avait ce petit travail de terrain avec une prospection où on cherchait, alors moi je l'ai fait chercher des plantes qui ont soif, derrière des haies, notamment une plante qui va se faire tanner. C'est ce travail de terrain qui est de prospecter, d'identifier, où on doit faire attention à l'inclusion, la diversité, l'environnement. Et donc faire germer de beaux projets. Merci François.